le traité des 5 roues de Musashi Miyamoto, présenté par Les légendes du chat. Chapitre 1, avant-propos. J'ai voulu exprimer, pour la première fois, en un livre la voie de ma tactique, nommée École de Niten, dont j'ai poursuivi l'élaboration durant de nombreuses années. C'est ainsi qu'au début d'octobre de la 20e année de l'ère Kenhei, en 1643, je me suis rendu au mont Iwato, situé dans la province Igo en Kyushu. J'ai salué le ciel, me suis prosterné devant Kannon et me suis assis face au Bouddha. Je suis un samouraï né dans la province Harima, et mon nom est Shimen Musashi no Kami, Fujira no Kenshin. Je suis âgé de 60 ans. J'ai prêté attention aux voies de la tactique dès ma jeunesse, et j'eus mon premier duel à l'âge de 13 ans. Pour ce premier duel, mon adversaire était Harima Kihei, bon sabreur de l'école Shinto que j'ai vaincu. À l'âge de 16 ans, je vainquis Akiyama, fort au sabre et originaire de la province de Tajima. À l'âge de 21 ans, je me suis rendu à Kyoto et j'y ai rencontré les meilleurs sabreurs du Japon. Je les ai rencontrés plusieurs fois en duel sans jamais être vaincu par aucun d'entre eux. Tout cela se passa alors que j'avais de 13 à 29 ans environ. Mais passé le cap des 30 ans, je me mis à réfléchir sur ma vie et penser. Mes victoires ne provenaient pas de la supériorité de ma tactique, mais plutôt de qualités innées chez moi grâce auxquelles je ne me suis pas écarté des meilleurs principes. Peut-être bien aussi que mes adversaires manquaient de tactique. Ainsi, je décidai d'approfondir encore plus la voie et continuer de me forger matin et soir. Et enfin, parvenu à la 50aine, l'unification avec la voie de la tactique s'est fait d'elle-même en moi. Depuis ce moment-là, je n'ai plus aucune voie à rechercher et le temps a passé. J'ai appliqué les principes, et donc les avantages, de la tactique à tous les domaines des arts. En conséquence, dans aucun domaine je n'ai de maître. Bien que j'écrive ce livre aujourd'hui, je ne fais aucun emprunt au bouddhisme, ni aucun au confucianisme. Je ne me suis inspiré d'aucun récit militaire ancien, ni d'aucun ouvrage ancien de tactique. J'ai voulu exprimer la raison d'être et l'esprit réel de notre école en y faisant refléter la voix du ciel et Kannon. J'ai saisi mon pinceau à 4h30 du matin, à l'aube du 10 octobre, et je commençais d'écrire. Chapitre 2. Terre. En général, la tactique est la loi des samouraïs, et ce sont surtout les officiers qui la pratiquent. Mais les simples soldats eux-mêmes doivent la connaître. Dans le monde d'aujourd'hui, aucun samouraï n'a compris d'une façon certaine la voie de la tactique. Tout d'abord, pour donner un sens clair de la voie, je dirais: dans le bouddhisme, la voie vient en aide aux hommes. Dans le confucianisme, la voie corrige les lettres. Dans la médecine, la voie guérit les maladies. Certains poètes enseignent la voie de la poésie. Les artistes, les tireurs à l'arc ou les gens appartenant à n'importe quel autre domaine des arts exercent chacun leur art comme ils l'entendent et l'aiment selon leur idée, tandis que pour la tactique, rares sont ceux qui l'aiment. En premier lieu, les samouraïs sont familiers avec deux voies, les lettres et les arts militaires. C'est en cela que consiste leur voie, et même s'ils ne sont pas dignes d'elle, les samouraïs doivent porter tous leurs efforts dans la tactique militaire selon leur grade. Lorsque je réfléchis à ce que doit être un samouraï, je suis convaincu qu'il doit être intime avec l'idée de la mort. Mais la voie de la mort n'est pas le seul fait des samouraïs. Les bons eux-mêmes, les femmes, les paysans, même les gens appartenant aux plus basses classes de la société doivent savoir décider de leur mort face à leurs devoirs ou à la honte. En ce sens, il n'y a aucune différence entre les samouraïs et eux. Mais les samouraïs, quant à eux, poursuivent en plus la voie de la tactique. Ils se doivent d'être supérieurs en tout à leur adversaire. Ou bien ils gagnent dans un combat singulier, ou bien ils sortent vainqueurs d'une bataille. Ils recherchent les honneurs et un rang social pour leur seigneur et pour eux-mêmes. Tout ce qu'ils obtiennent est dû aux vertus de la tactique. D'autres pensent qu'étudier la voie de la tactique ne peut servir à rien au moment où l'on en a besoin. S'il en est ainsi, il faut alors s'exercer à la tactique de telle façon qu'elle soit utile à n'importe quel moment, et il faut l'enseigner de telle manière qu'elle soit applicable à tous les domaines. C'est en cela que consiste la vraie voie de la tactique. Première partie sur la voie de la tactique. En Chine et au Japon,
Ceux qui pratiquaient cette voie étaient traditionnellement appelés experts en la tactique. Quant aux samouraïs, ils ne peuvent se passer de l'étudier. De nos jours, des gens vivent en se prétendant tacticiens, mais cela se borne en fait qu'à l'escrime. Des prêtres shintoïstes appartenant au sanctuaire Kashima et Katori, situé dans la province d'Itachi, qui est au nord-ouest de Tokyo, ont fondé des écoles d'escrime transmettant l'enseignement des divinités. Ils vont de province en province pour répandre ces écoles. Le mot tacticien utilisé aujourd'hui a ce sens. Depuis les temps les plus reculés, il est dénombré 10 disciples et 7 arts parmi lesquels la tactique figure sous le nom de moyen d'avoir l'avantage. Ainsi, la tactique peut être considérée comme une forme d'art. Mais comme elle fut désignée sous l'appellation moyen d'avoir l'avantage, la tactique ne peut être bornée seulement à l'escrime. Si on la borne seulement à l'escrime, on ne peut même connaître l'escrime, et naturellement, on est inapte à la saisir sur un plan militaire plus large. Lorsque je regarde autour de moi, je constate que tout le monde fait commerce de l'art, que les hommes eux-mêmes sont considérés comme des marchandises, que l'on ne fabrique des objets que dans le but de les vendre. Prenons par exemple une fleur et un fruit. On donne souvent moins d'importance au fruit qu'à la fleur, surtout dans notre voie de la tactique, où l'on est sujet à se laisser aller au décorum, aux fioritures et à faire montre de technique. Telle ou telle salle d'exercice est créée pour enseigner cette sorte de tactique, et ainsi tout le monde s'y exerce en vue d'un bénéfice quelconque. D'après un dicton, une tactique non mûrie est l'origine de grandes blessures. C'est vrai. En général, il y a 4 états de vie: samouraï, paysans, artisans et commerçants. En premier, les paysans. Ils possèdent divers outils et instruments agricoles. Ils observent sans cesse la succession des 4 saisons. C'est ainsi que s'écoule leur vie. C'est la façon de vivre des paysans. En deuxième, les commerçants. Les brasseurs de saké utilisent les outils et instruments adaptés à leur profession. Et à cause de cela, ils passent leur vie à obtenir de plus ou moins grands bénéfices. Dans tous les domaines du commerce, les commerçants font des bénéfices qui vont selon leur activité et ils passent leur vie grâce à ces bénéfices. C'est la façon de vivre des commerçants. En troisième, les samouraïs. Quant aux samouraïs, ils inventent toutes sortes d'armes. Ils doivent connaître les caractéristiques de chaque espèce d'arme. C'est la façon de vivre des samouraïs. Si un samouraï n'était pas familier avec les armes et qu'il ignore les caractéristiques de chaque arme, cela ne serait-il pas insensé? En quatrième, les artisans. Prenons par exemple les charpentiers qui fabriquent avec habileté toutes sortes d'outils et d'instruments qu'ils étudient bien. Ils corrigent leurs erreurs au moyen de mesures. Ils travaillent sans prendre de loisirs et ainsi passent leur vie. La vie de ces samouraïs, paysans, artisans et commerçants représente 4 façons différentes de vivre. Maintenant, je vais comparer la tactique à la spécialité du charpentier. L'idée m'est venue d'un parallèle avec la spécialité du charpentier en pensant au mot école. On dit école de nobles, école de samouraïs, les 4 écoles de cérémonie du thé ou d'ikebana. Ou bien on dit qu'une école est tombée et qu'un autre lui a succédé. Ou bien on dit que tel ou tel cours, ou telle leçon, telle ou telle école. Tout cela m'a amené à penser au charpentier. En japonais, charpentier est synonyme de grande habileté. Notre tactique, elle aussi, doit être synonyme de grande habileté, et c'est pourquoi je fais la comparaison avec le charpentier. Si vous voulez étudier la tactique, réfléchissez bien à ce que vous allez lire dans ce livre. Que le maître devienne l'aiguille et le disciple le fil. Que tous les deux s'exercent sans cesse. Deuxième partie, comparaison de la tactique à l'habileté du charpentier. Un général est en quelque sorte un maître charpentier. Les généraux ont le sens des dimensions du monde. Ils corrigent les mesures d'une province et connaissent les membres d'un clan. C'est la voie d'un général ou d'un maître. Le maître charpentier connaît parfaitement la construction d'un pavillon, d'une tour, d'un temple. Il est capable de dresser les plans d'un palais, d'un château, et il édifie les bâtiments en se faisant aider par des ouvriers.
Ainsi, maître charpentier et maître samouraï sont semblables. Pour édifier un bâtiment, le maître charpentier utilise différentes qualités de bois. Il utilise des bois rectilignes sans nœuds, du meilleur aspect pour la partie réservée à la réception, mais utilise un bois rectiligne plus massif, même ayant quelques nœuds pour les parties privées. Il utilise du bois sans nœuds et de belles apparences, bien que plus faibles pour le seuil, les liteaux, les portes et portes coulissantes. Il utilise du bois à nœuds et tordu, mais robuste, aux endroits devant subir une contrainte. S'il les choisit aussi soigneusement, alors le bâtiment ne se dégradera pas d'ici longtemps. Aussi, il peut utiliser les bois noueux, tordus et peu solides à la confection des échafaudages et plus tard, du chauffage. Lorsqu'un maître charpentier engage des ouvriers charpentiers, il doit s'enquérir de leurs capacités, supérieures, moyennes ou inférieures. Il les utilisera soit pour aménager le tokonoma, une sorte d'alcôve vénérée, réservée à l'arrangement de floral ou à l'exposition d'un sabre ou d'un objet précieux, ou bien à la construction du seuil, des linteaux et plafonds ou autres. Ainsi, chaque ouvrier charpentier trouvera sa place. Les moins bons seront planchayeurs et les pires, raboteurs, fabriqueront des coins ou des clavettes. Ainsi, si le maître charpentier sait adapter la capacité de chacun, alors le rendement sera bon et le résultat excellent. Rendement, beau travail, ne pas prendre les choses à la légère, ne pas perdre de vue l'idée générale, savoir distinguer le degré supérieur, moyen ou inférieur de l'énergie de chacun, donner l'élan et savoir où commence l'impossible sont la règle d'or que chaque maître charpentier doit avoir en tête. Il en va de même pour le principe de la tactique. Troisième partie, voie de la tactique. Les soldats sont comme les charpentiers. Le charpentier polit ses outils. Il fabrique toutes sortes d'instruments qu'il range dans un coffre propre à tous les charpentiers. Il reçoit les ordres de son maître, taillade les poutres à placer verticalement ou horizontalement, façonne les alcôves et étagères, grave et sculpte, prend soigneusement toutes les mesures, prête grande attention à son travail, même dans le moindre détail. C'est la règle des charpentiers. Si un charpentier apprend bien son métier, de ses bras et de ses mains, et s'il sait bien reporter les mesures, il deviendra plus tard un maître charpentier. Le métier de charpentier exige que l'on possède des outils bien appropriés, et il est très important de les entretenir dès qu'on a un moment. Seul le charpentier est capable de fabriquer en bois, à l'aide de ses outils, tabernacle, rayonnage, table, lampe, planche à découper ou couvercle. Il en va de même pour les soldats. Lecteurs, réfléchissez bien à tout cela. Les charpentiers ne doivent jamais perdre de vue précision dans l'exécution, concordance de toutes les parties de l'ouvrage, utilisation parfaite d'un rabot, refus du tape à l'œil, précision des dégradations possibles. C'est là le point le plus important pour eux. Si les lecteurs veulent étudier bien cette voie de la tactique, il faut qu'ils aient bien en tête tout ce que j'écris dans le livre et bien y réfléchir sur les 5 chapitres de ce livre sur la tactique. J'ai divisé cet ouvrage en 5 chapitres. Terre, eau, feu, vent et vide, dans le but d'exposer séparément les caractéristiques propres à chaque sujet. Tout d'abord, le chapitre Terre. J'y expose la voie générale de la tactique et la raison d'être de mon école. Si l'on se borne uniquement à l'escrime, on ne peut atteindre la vraie voie. Il faut connaître tout, de l'ensemble jusqu'au détail, et évoluer du moins profond au plus profond. Comme on trace un chemin bien droit sur la terre, j'ai intitulé ce premier chapitre « Terre ». Deuxième chapitre « Eau ». L'eau est une très bonne image pour faire comprendre notre principe. Il faut rendre notre esprit semblable à l'eau.
L'eau prend la forme des récipients qui la contiennent, qu'ils soient carrés ou ronds. L'eau peut se réduire à une goutte ou atteindre la taille d'un océan. L'eau qui se trouve au fin fond des gouffres profonds a une couleur d'un vert pur. J'ai tenté de décrire dans ce chapitre l'essence de notre école, avec un esprit dont la pureté se rapprocherait de celle de cette eau. Si l'on peut vaincre librement un ennemi parce que l'on possède bien tous les principes de l'escrime, alors on peut vaincre n'importe qui. Les principes qui permettent de vaincre un seul homme sont applicables pour venir à bout de 1000 ou 10 000 ennemis. La tactique du général applique les règles des petites unités aux grandes unités, comme le charpentier exécute une grande statue de Bouddha en partant d'un petit modèle. Je ne m'égarerai pas trop dans les détails de ce sujet. Le principe de la tactique consiste à tout connaître, de l'unité au 10 000e. C'est ainsi que j'ai décrit l'essence de notre école dans ce chapitre intitulé « Eau ». 3e chapitre, Feu. Ce chapitre traite de combat. Le feu peut être grand ou petit. Il est extravagant. Comparativement au feu, je décris ici plusieurs combats. Quant aux méthodes de combat, celles qui sont utilisées dans les combats singuliers peuvent être appliquées à des milliers de combattants. Il faut bien considérer la situation, tantôt dans son ensemble, tantôt dans son détail. L'ensemble est facile à voir, mais les détails sont imperceptibles, car les actions d'une masse ne peuvent être modifiées rapidement. Donc, elles sont faciles à découvrir, tandis que les actions d'une seule personne sont modifiables par une décision unique. C'est donc un détail difficile à saisir. Dans ce chapitre intitulé « Feu », il est question d'action immédiate et il faut s'y exercer chaque jour et s'y accoutumer quotidiennement. Dans les cas d'urgence, il faut se montrer prêt, l'esprit immuable. J'ai décrit tout cela dans ce chapitre Feu afin d'apporter des chances aux combattants. 4e chapitre, Vent. J'ai intitulé ce chapitre Vent parce qu'il est question non seulement de notre école, mais aussi de tactiques d'autres écoles. Si j'utilise ici le mot vent, en sachant qu'en japonais, le mot vent signifie l'aspect, l'allure ou les caractéristiques, c'est parce que l'on a coutume de dire le vent ancien, le vent de notre temps, le vent de telle ou telle famille et autres. Donc j'ai écrit très clairement ici les autres tactiques et la manière propre aux autres écoles. Et c'est aussi pour cela que j'ai choisi le titre « Vent ». Sans bien connaître les autres, nous ne pouvons bien nous connaître nous-mêmes. Chez les pratiquants de n'importe quelle voie se trouvent toujours des hérétiques. Même si quelqu'un pratique chaque jour assidûment une voie, s'il est un tant soit peu dans l'erreur, tout en étant persuadé d'être sur le bon chemin, malgré tous ses efforts, sa voie ne sera pas la voie véritable pour quelqu'un de plus perspicace. Si l'on ne se trouve pas sur le bon chemin, la petite erreur du début conduira plus tard à une grande erreur. Il faut bien y réfléchir. Dans les autres écoles, la tactique ne s'applique seulement qu'à l'escrime. En un sens, elles ont raison. Mais chez nous, l'escrime n'est qu'une forme de la tactique. J'expose dans ce chapitre les caractéristiques d'autres écoles, afin de faire connaître d'autres tactiques répandues dans le monde. 5e chapitre, Vide. J'ai intitulé ce chapitre Vide, mais le vide, où commence-t-il? Où finit-il? Lorsque l'on possède complètement une théorie, alors il faut s'en détacher. La voie de la tactique est une voie libre. Tout naturellement, on parvient au prodige. Tout naturellement, on acquiert un rythme selon l'instant. Tout naturellement, on frappe et tout naturellement, on fait face. Tout cela est la voie du vide. Tout naturellement, il faut entrer dans la voie véritable. C'est tout cela que j'ai décrit dans ce chapitre. Vide. Voilà, c'est tout pour cette partie de légende. La suite au prochain épisode. Si vous avez apprécié cette lecture, surtout n'hésitez pas à liker et laisser vos commentaires. Si vous souhaitez me soutenir et être prévenu pour les nouveaux livres audio, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça aidera énormément la chaîne à évoluer. Je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!